Ok, on va essayer Bezrat Hashem ensemble, grâce à la paracha de cette semaine. C'est la dernière paracha du Sefer Bamidbar, comme vous le savez. On va lire deux parachiotes, Matot, Masei. Je vais me préoccuper de Masei, en l'occurrence. Enfin, c'est Matot parce que c'est dans la paracha, mais sur les tribus, sur les périples que nous avons poursuivis pendant les 40 ans dans le désert. Et donc, comme vous le savez, nous allons rentrer en Eretz Israël. Et donc, là, il faut être conscient que dans la séparation qui a déjà été fixée en amont, bien avant de rentrer en Eretz Israël, vous avez chaque lopin de terre de la terre d'Israël, en deçà et au-delà du Jourdain, qui sont fixés comme étant attribués à chaque tribu. D'accord L'objectif, je le dis dès maintenant, mais on va le développer, l'objectif de mon étude, c'est de montrer que pour pouvoir acquérir la pleine paix dans le monde, au sens le plus noble et le plus exceptionnel du terme, eh bien, il nous faut conquérir des deux côtés du Jourdain. C'est fondamental pour le salut de l'humanité. Et je répète, le salut de l'humanité, je n'ai pas parlé du peuple juif, mais pour qu'il puisse y avoir... On peut les dissocier? Les deux? Oui. Non, mais... Parce que tu dis, j'ai parlé du salut humanitaire. Non, parce qu'on pourrait se dire que c'est uniquement par un désir impérialiste national et je ne sais quoi d'autre. Évidemment, okay. Évidemment. Mais là, on va voir justement à quel point ça a une implication. D'accord? Pour l'instant, mais je ne veux pas aller trop loin, trop vite dans ma démarche, parce que quand on lit les versets, c'est vrai, j'ai vaguement entendu une critique sur Réhouven et sur Gad, et je pense que les choses sont beaucoup plus complexes que ça. D'accord? On va voir d'abord ensemble dans les versets avec votre permission. Voyez, Makor numéro 1. Umikne Rav, Aya livne Réhouven ou livne Gad. Atsum meod. Ils n'ont pas seulement un bétail important, ils ont un bétail extrêmement important. Vaïrou et Eret Yazer, vet Eret Gilad, veine Makom Mikne. Un endroit fameux pour leur bétail, pour que leur bétail puisse paître. D'accord, ça descend. Une seconde. Okay. Comment ils ont pu avoir un bétail? Ah, ça aussi, ça aussi, on va y parler. Ça aussi, on va en parler. Ça aussi, on va en parler. Mais en tous les cas, vous êtes conscient que quand on parle d'un territoire qui favorise, qui est fertile pour leur bétail, vous comprenez par là même, dès maintenant, que ce n'est pas forcément un terrain fertile. Il faut entendre cela aussi. Le bétail, souvent les gens me disent, oui, on était effectivement berger en Israël. En réalité, être berger en Israël, c'est profondément dévastateur, profondément destructeur, profondément dangereux. Pourquoi? Puisque le rôle des ovins, n'est-ce pas, c'est de bouffer tout ce qu'il y a devant eux. Il ne reste plus rien. D'accord? J'ai pas donné? Ok, exactement. D'accord? Ils ont cette idée, encore une fois, de nourrir complètement ce qu'il y a sur Terre. Donc, ce n'est pas par envie, dès à présent que je dois le préciser, ce n'est pas par volonté, encore une fois, colonisatrice, que Réhouven et Gad, en tout cas de prime abord, ont repéré ces territoires-là qui conviennent à leurs troupeaux. On a presque le sentiment que, mal à Assot, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils ont un grand troupeau, un énorme troupeau, donc pour qu'ils puissent paître sereinement, rien de mieux que ce territoire-là. C'est ce qui se laisse entendre. Remarque tout à fait noble, sobre, judicieuse, courtoise, cohérente de la part de Réhouven et de Gad. Vayavo, Bnei Gad, ou Bnei Réhouven, on a un problème. Moshe Rabbeinu, on a un problème. Vayamrou lo, Vayamrou el Moshe, Ve'el Elazar HaKohen, Ve'el Nessia Eda Lemo. Voilà, on vient d'annoncer qu'on a un problème. Qu'est-ce qu'on vient d'annoncer à toi, à Elazar et au Sanhédrin? Atarot, Vedivon, Ve'yazer, Ve'nimra, Ve'cheshbon, tous ces endroits-là, où Shechem Navo Ve'om, bref, tous ces endroits-là, Aretz Asherika Hashem Lifnei Adat Israël, Eretz Miknehu, ou Le'avdecha Mikne. Cette réalité que la terre que Akadosh Baruch Hu a donnée devant le peuple, en mettant une terre qui est
habilité à nous permettre de pouvoir donner vie et donner sens à notre bétail, eh bien, doit être réservé à tes serviteurs, c'est-à-dire nous, Réhouven et Gad. Vayomru, im matzaou chen beinecha, si cela a trouvé grâce à tes yeux, yutan et haaretz azot, le avadecha. Si cela trouve grâce à tes yeux, on marquerait la courtoisie qui est évoquée. Si cela trouve grâce à tes yeux, je t'en prie, donne ce lopin de terre, les avadecha, les achouza, al ta'averenu et ta'yerde. Ne nous pousse pas à traverser le Jourdain, mais au contraire, donne-nous ce territoire. Et à la rigueur, entre parenthèses, il serait tout à fait envisageable dans cette phrase, dans ce postulat, que nos femmes et nos enfants vont s'installer, et nous on ira nous battre avec le reste du peuple. Il n'y a rien qui laisse entendre qu'on se désolidarise du peuple. Mais laisse-nous, peut-être, on a notre territoire, on est là, quoi. Réponse de Moshe. Vayomer Moshe l'ivne Gad ou l'ivne Réhouven. Là, il est dans cette tournure déjà. Je pense que vous y êtes sensible. Il n'a pas répondu au Bnei Réhouven et au Bnei Gad. Il a répondu au Bnei Gad et au Bnei Réhouven. Vous comprenez déjà le problème. Il y a déjà une colère dans le propos. Puisque Réhouven, c'est le fils aîné. Donc, il aurait dû commencer par Bnei Réhouven et Bnei Gad. On sent déjà qu'il y a quelque chose, il y a une tournure ici qui serait problématique. Pourquoi commencer par Gad plutôt que Réhouven? Quelle est la remontrance qui ici est posée? Quel est le signe ostentatoire? Quel est le signe avant-coureur de la tribu de Gad? Vous savez, Gad, il a changé Gdoud. Il parle aux fils de Gad et aux fils de Réhouven. Il y a déjà un présupposé, il y a déjà un sous-entendu. Vous avez une capacité militaire importante, forte, une vigueur, et vous n'allez pas vous battre auprès d'Israël. Vayomer Moshe l'ivne Gad ou l'ivne Réhouven. Achichem yavou lemilchama vatem tejru po. Vos frères vont aller se battre et vous auriez l'outrecuidance d'être, en tout cas peut-être pas déserteur, mais en tout cas d'être en recul, d'être en retrait. N'est-ce pas? C'est comme si on disait à un juif, eh bien, tu as l'opportunité d'aller te battre pour conquérir la terre d'Israël. Non, mais on est dispensé. Ah, bah ça va, si vous êtes dispensé, alors on peut ne pas aller à l'armée puisqu'on est dispensé. Voilà. Et ne me dites pas la tribu des Lévim, parce que les Lévim, j'aime le répéter à chaque fois, ils sont installés aux frontières, les 42, voire 48 villes, justement, où ils ont un rôle essentiel, parce que c'est un rôle, encore une fois, de pouvoir soutenir les troupes. Voilà. Pour ceux qui éventuellement se prétendraient être les tribus des Lévim. Et comme on dit, Amevin Yavin. Voilà. Donc, comment vous pourriez vous asseoir ici? Velama Tanioun et Lebne Israël. Comment pourriez-vous délaisser le cœur des enfants d'Israël? En fait, ce qui est sous-entendu dans le propos que vous tenez, c'est que vous délaissez le peuple juif là où, a priori, il pourrait avoir besoin de vous, parce que cette terre qui a été donnée par Akadosh Baruch Hu. Je vous mets en garde. Il n'y a aucune crainte, et c'est pour ça qu'ici c'est insistant, sur la capacité du peuple juif à conquérir la terre d'Israël, et qu'avec Gad et Réhouven, ou sans Gad et Réhouven, peut-être il pourrait ne pas réussir à conquérir, à mener la guerre. Le sujet n'est pas là avec ça. On est 40 ans après, on a l'assurance, d'après Akadosh Baruch Hu, que nous allons conquérir la terre et bousiller tous ceux qui voudraient se mettre sur notre passage. Donc on n'a aucun doute là-dessus. Mais il y a une implication, encore une fois, claire et nette dans la volonté, dans l'implication, encore une fois, du peuple à être tout entier, associé, cohérent, solidaire dans la conquête de la terre. Cependant, il y a une question qui s'impose sur le rapport à la terre d'Israël. C'est-à-dire qu'en réalité, est-ce que la terre d'Israël, et c'est ma question, est-ce que la terre d'Israël n'implique que l'ouest du Jourdain,
On dit la Transjordanie. Non, ou elle implique aussi l'est du Jourdain, l'autre versant du Jourdain. Réponse, regardez, Gemara, Jviit, Maseret Jviit, Makor numéro 2, Perek Tet, Shalosh Aratzot Be'eret Israël, Yehuda, Ever HaYarden, Ve'Agalil. Donc, question à l'éclair. Est-ce que à l'est du Jourdain, cela appartient à Eretz Israël? La réponse, oui. Est-ce que la Galilée appartient à Eretz Israël? Oui. Est-ce que la terre de Yehuda appartient à Eretz Israël? Oui. Et pourtant, le nord de France, c'est indiqué qu'ils étaient les frontières de Eretz Israël. Il n'y a pas Ever HaYarden. Ça dépend à qui tu parles. Ah, mais non, c'est la Torah qui est donnée à tout le monde. Ça dépend à qui tu parles et ça dépend à quelle période tu parles. Si tu parles de Avram, non, il a donné le bout. Si tu parles à la frontière de Abraham, si tu parles à ce qui était délimité à Abraham Avinu, alors nous avons du fleuve de l'Euphrate au fleuve du Sinaï, au niveau du nord et au niveau du sud. Ouais. Si on parle de l'est et de l'ouest, on te dit de la mer. Je sais. Écoute, je t'en supplie, écoute. Il y a le droit de Mechila. Oui, ça va arriver, mais je laisse encore un peu de temps parce qu'il a fait l'effort de venir à Scarako. C'est un bonheur de t'avoir. Aval. C'est un bonheur de t'avoir. Merci. Je dis. Non, mais attends. Ah non, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Non, c'est un bonheur, c'est vrai. C'est vraiment raison. Je dis simplement que la frontière qui est énoncée et la question que tu poses, elle est très importante. Si dans la Gemara, on dit que la terre de Yarden, elle appartient pleinement à Eretz Israël, alors comment est-ce possible qu'au peuple à qui on s'adresse, qui va rentrer en Eretz Israël, on n'inclut pas la Jordanie? Et je rétorque de prime abord, mais ça ne suffit pas encore pour le moment, que à Avram Avinu, on a déjà annoncé la terre d'Eretz Israël, y compris la Jordanie. Alors il y a une question qui s'impose. Ça veut dire que oui, c'est à nous, mais je vais ajouter un petit mot, mais peut-être pas encore. On va voir le pas encore et jusqu'à quand. Regardez la suite. Je t'en supplie. Regarde la suite. Viens en avance. Vélo Nathan, accord numéro 3. Vélo Nathan Sichon et Israël. À vous. C'est pour ça que je te dis, je t'en supplie, Moumi. Laisse-moi le temps d'Atlas. Vélo Nathan Sichon et Israël à vous des goulots. Veyaker Israël et Ficheret. Veyarach et Aratso. Ils l'ont frappé. Ils l'ont bousillé. ויצא עוג מלך הבשן לקראתם, ויקחו אותו ואת בניו ואת כל עמו, כן, bref, עם ישראל a frappé tout le monde, façon puzzle, נכון? Et on avance. עד בלתי השאיר לו שריד, וירשו את ארצו. On a clairement l'héritage de sa terre. On a fait la guerre, et donc, par conséquent, il est clair que les enfants de Réhouven et les enfants de Gad, ajoutés à cela, mais c'est un sujet à part entière, la moitié de la tribu de Ménaché, pour qu'elle soit des deux côtés du Jourdain, pour qu'on ne laisse pas entendre que Eretz Israël serait uniquement en deçà du Jourdain et pas de l'autre côté, mais en tous les cas, il est clairement annoncé que la guerre qui a été menée fait que ce territoire-là, puisque chaque territoire convient aux qualités, aux valeurs de chaque tribu, etc., et de leur capacité, de leur talent essentiel. Par conséquent, comme va rappeler le Rav Yehuda, Makor numéro 4, Bakashat Bnei Gad ou Bnei Reuven, la volonté des enfants de Reuven et de Gad, l'inchol et Ever Yarden, shematim lahem bayoter. C'est ce qui leur convient le mieux. Tu habites dans le nord, tu habites dans le sud, tu te sens à l'aise dans le nord, tu te sens à l'aise dans le sud. Certains vont même jusqu'à dire que c'est la preuve que, semble-t-il, tu appartiens à une des tribus qui résidait dans le nord. Il y a Asher, dans vers Zvouloun, là-bas, c'est plus vers la mer. Je te montrerai la carte si tu veux. Okay? Achab. Et donc, automatiquement, puisqu'il y a ce sentiment d'appartenance à ce qui est au-delà du Jourdain, donc quoi de plus légitime, encore une fois, qu'ils y résident. Il n'est pas que ça. Midrash, dans Sefer Yirmiyah, Makor numéro 5, Chen Hamakom Alba. Vous savez malheureusement que je me dois de le rappeler,
ceux qui décident de quitter Israël, ils n'en peuvent plus, on quitte Israël. Non, ils ne quittent pas Israël. Au mieux, ils ont besoin de s'écarter de la sainteté d'Eretz Israël pour mieux y revenir. Au pire, ce que je ne leur souhaite pas, la terre d'Israël, semble-t-il, a décidé que foutre le camp, comme il a dit dans la Grande Vadrouille. Entrer, partir, à l'opéra, non? Bref. D'accord? La terre d'Eretz Israël a décidé de les vomir. Monsieur. Donc, Chen, Amakom, El Bala. Maintenant, ça n'empêche pas qu'il n'y a pas de difficulté. Je vous rappelle, c'est une parenthèse. Mais 3 cadeaux ont été donnés à Israël, 3 avec difficulté, dont Eretz Israël. Donc, ça ne veut pas dire parce que j'ai des difficultés, donc ça veut dire que Eretz Israël ne me veut pas. Non, non, non. Au contraire. C'est au contraire pour renforcer l'amour qui me rattache à Eretz Israël. J'avance. Le Sfatemet. Et Zechacha. Regardez comment il prend le sens de cette Mishnah dans Avot, que chacun doit savoir où est sa place. Au sens où on le comprend en général, c'est faire preuve d'humilité. Un sens supplémentaire que j'ai vu un certain nombre de maîtres, à Makir et Mekomo, c'est que tu ne te perdes pas dans tout ce que tu peux œuvrer, dans tout ce que tu peux agir, que tu ne perds pas ton identité. Et le Sfatemet, que va-t-il dire? Eze chacham amakir et mekomo, vem ikiru makom shelahem. Ils savent où ils doivent résider. Ils savent quelle est la terre, l'endroit où on respire le mieux pour la tribu de Réhouven et de Gad. Bevadaï, chelek ze haya mukhan livnei Gad velivnei Réhouven, aval rak lachar chalukat haaretz. Ça veut dire que si le peuple juif avait conquis toute la terre d'Israël, alors la tribu de Réhouven et de Gad aurait pu s'installer tranquillement au-delà du Jourdain. Et ça n'aurait pas été un problème. Mais effectivement, c'est l'endroit qui leur convient le mieux. Mais ça ne doit pas forcément être entendu de cette manière-là. Regardez ce que nous dit Ken. Quel endroit ça sera pour toute tribu, etc. C'était pas un coup de dé. Il n'a pas dit ça. Il a dit. Moi, j'y étais. Il a dit. Attends, j'écoute la question. J'ai pas compris la question. J'ai pas entendu la question de Sadik. Appelle, s'en prie. Je suis là pour répondre à Sadik. Si tu me demandes, c'est à moi qui. Ok. Non, je disais, à un moment donné, la terre a été distribuée. D'accord. Avant même d'y rentrer. Oui, elle a été décidée, comme il vient de dire, au niveau du Goral. Moi, je dis un Goral. Non, mais tu viens, alors, donc qu'est-ce que tu veux savoir? Non, mais ça veut dire que si telle terre a été. Non, mais le fait qu'elle te soit distribuée à telle ou telle tribu, non, ne veut pas dire qu'une fois que tu as conquis ton territoire, alors tu ne te préoccupes pas du territoire de ton prochain. C'est ça qui est mis en évidence. C'est ça la remarque de Moshe Rabbeinu. C'est qu'on doit s'enquérir de conquérir toute la terre d'Israël en tant que peuple. Et une fois que toute la terre d'Israël est conquise en tant que peuple, alors chacun sait qu'il est son lieu de résidence. C'est pas inscrit dans le tout, c'est pas inscrit dans le ton comme on en parle en amont. C'est en amont. Oui, mais c'est en amont. Ça, on va y revenir sur ce que tu soulèves maintenant. Mais c'est d'abord inscrit en amont que le lien qui nous rattache à Israël, à la terre d'Israël, ce n'est pas comme, une nation, j'ai envie de dire, naturelle, à savoir qui s'installe sur un lopat de terre et puis qui décide d'accéder à la propriété parce qu'il s'y trouve bien. Non, le lien entre le peuple juif et la terre d'Israël a précédé son introduction, son entrée en Eretz Israël. On sait exactement quelle est la terre où je vais résider, avant, la partie de la terre où je vais résider, avant même d'y rentrer. De la Neshama du peuple. Oui, bien sûr. Okay. C'est intimement lié. En tous les cas, nous dit le Midrash Rabbah dans Makor numéro 7, Dorot Arishonim, Al-Yedei Shayu Asukin Veshotfin Begezel, Nimchu Bamaim Min Haolam. Les premières générations, si elles ont pu, hélas, pratiquer le vol, c'est ce qui s'est passé à l'époque avant le déluge, quand même on le sait, Gezel, il y avait beaucoup de vols, il y avait beaucoup de méfaits, elles ont été effacées de la terre. Mais, aval, Shevet Reuven Vegad, Shirchiku et Atzman Mina Gezel, la tribu de Reuven et la tribu de Gad avaient un comportement, somme toute, profondément moral. Au-delà du déluge, il y a évidemment un exemple que vous avez en tête,
qui va créer la distorsion, n'est-ce pas, entre Lot et Abraham. Et comme vous le savez, elle tourne autour de quoi? Du troupeau. Les serviteurs, les bergers de Lot, ils sont en train de faire paître leur troupeau sur une terre qui ne leur appartient pas. Réaction, c'est en Israël, mais ça n'a pas encore été conquis à ce moment-là. Et réaction des serviteurs d'Abraham, comprenez la culture de Lot face à la culture d'Abraham. Pourquoi tu ne voles pas? Parce que tu ne voles pas. C'est pas? Qui vole un goy, vole un bœuf. C'est l'expression. Ça veut dire qu'à partir du moment où la tribu de Lot ne voit absolument aucun problème à aller faire paître leur troupeau sur un territoire qui ne leur appartient pas, c'est ce qui crée la distorsion entre Abraham et Lot. Parce que le combat d'Abraham est d'abord un combat moral. N'est-ce pas? Donc, nous avons cette même évocation ici dans le Midrash, que la tribu de Réhouven et de Gad, justement, il leur importe profondément d'être droit. Tu sais que c'est ce que... Si, parce que c'est ce que j'ai énoncé. C'est ce que j'ai énoncé. D'abord, c'est du vol. Parce que tu as... Non, mais maintenant, c'est du vol. Je fais même plus que ça. Prends un exemple tout à fait contemporain. Tu vois un arbre fruitier comme ça dans la rue. Est-ce que tu as le droit de prendre le fruit? Non? C'est vrai que tu entends autre chose, mais tu comprends qu'il y a un problème moral. Tu veux un exemple plus clair encore? Je vais te donner un exemple plus clair. On me l'a sorti cette idée, donc c'est pour ça que je peux la répéter. Pourquoi tu ne touches pas le RMI? On m'a demandé il y a quelques années de cela on m'a encouragé à pouvoir toucher le RMI. Et j'ai demandé c'est quoi le RMI? Alors tu touches de l'argent, etc., de la France. Ah, ok. Mais en cherchant, en regardant ce que ça signifie, j'ai compris que en fait, il fallait résider en France tout cela. Alors j'ai dit, mais c'est du vol. Non, mais il y a plein de religieux qui le font. Ah, ben ça va, alors je suis rassuré alors. Voilà. Non, pas les Algériens, parce que moi, je ne le fais pas. D'accord? On est d'accord? C'est du vol. Les Kouda. Réhouven et Gad ne sont pas, encore une fois, des voleurs, pas parce qu'ils ont peur de se faire prendre, ou pas parce que ça ne se fait pas, ou pas parce que la loi, elle en a décidé autrement. Réhouven et Gad, dit clairement le Midrash, c'est pas Stam, ils n'ont pas volé, ils se sont éloignés de tout ce qui pouvait sentir mauvais. Les fichach. Voilà la question que tu as posée tout à l'heure, Moumi. C'est pour ça que je te dis, attends 2 secondes. Les fichach, Nathan, Laem Akadosh Baruch Hu, Nachalatam, Bemakom, She'en Bogezel. La séparation entre Abraham et Lot, elle a eu dans cette région-là. Donc là où justement il y a eu un combat contre le vol et qu'il n'y a pas eu de vol, c'est là-bas que vous allez résider. Parce que vous êtes animés par cela. Chez les Mar, venez à Makom Mikne, puisque c'est là où il y a le bétail. Attendez, on n'a pas fini encore. On explique pourquoi est-ce qu'ils ont une sensibilité à l'égard de cet endroit-là, plus peut-être que les autres tribus. Ça ne veut pas dire que les autres tribus ont volé. C'est-à-dire qu'eux, ils étaient particulièrement sensibles pour cela. Donc, maintenant, on a vu qu'ils ont beaucoup de bétail. On a insisté sur la grandeur de leur bétail. Voyons Makon numéro 8. Miknera, Vaya Livne Reuven ou Livne Gad, Meod. On l'a vu tout à l'heure, j'ai juste repris ce verset pour qu'on comprenne bien la problématique. À cela nous dit le Rachem Akadosh. Makon numéro 9. Tam Oda Zu, Latzdik Akatu. Premier sens, nous dit le Rachem Akadosh. Pourquoi est-ce que vous êtes plus animés? Pourquoi vous devez recevoir ce territoire? Parce que vous avez beaucoup de troupeaux. Il fallait justifier le fait que vous soyez rattachés à cette partie de la terre. Alors, on va dire que vous avez énormément de troupeaux. Vous devez avoir cette terre. Maintenant, pourquoi vous devez avoir cette terre? Bon, on va trouver une raison. Quelle est la raison? Tu as beaucoup de bétail, alors tu vas là-bas. Mais donc, ça voulait dire que s'ils n'avaient pas eu beaucoup de bétail, ce n'était pas pour eux. Alors qu'on vient de montrer il y a 2 secondes que ça n'a rien à voir avec leur bétail. Puisque ils sont animés par une vertu morale exceptionnelle, par conséquent, ils sont intimement rattachés à cet endroit-là, qu'ils aient ou qu'ils n'aient pas de bétail. Et pourtant, la Torah a jugé bon de nous dire, c'est justement
parce que vous avez du bétail que vous devez résider là-bas. Le Ramban, Moshe Yayodea, c'est aussi la problématique. Leur demande, encore une fois, est tout à fait légitime. Ce qu'on a vu, c'est qu'ils doivent être là-bas, ils doivent résider là-bas, alors qu'ils aient un bétail ou qu'ils n'aient pas de bétail, ils doivent résider là-bas, mais en tous les cas, leur demande est légitime. Alors pourquoi Moshe répond avec autant de virulence? Et c'est ce que j'ai laissé entendre dire tout à l'heure sur le pas encore, c'est qu'en fait, le momentum n'est pas encore le bon momentum. Ce n'est pas encore le bon étouille. Ce n'est pas le bon moment. Pas seulement ce n'est pas le bon moment parce que le peuple n'a pas encore conquis toute la terre d'Israël, ce n'est pas non plus le bon moment, j'ai envie de dire, jusqu'à l'avènement messianique que nous sommes en train de vivre maintenant. Est-ce qu'il est temps maintenant? Pour cela, je vais vous rapporter après quelques mètres pour justifier mon propos. Mais au moment où ils s'apprêtent à rentrer en Eretz Israël, comme tu as très bien dit tout à l'heure, eh bien, au-delà du Jourdain n'est pas encore inclus dedans, même si c'est leur territoire. Moshe Rabbeinu nous dit le Ramban, Aya Yodea qu'Israël ata, lo yirbeshu kol asara amamim. On a une guerre contre 7 peuples. En réalité, on a une guerre contre 10 peuples. On a 7 peuples en deçà du Jourdain et on a 3 peuples au-delà du Jourdain. Le Ham Israël, pour le moment, pour une question de timing, n'est pas encore habilité à conquérir au-delà du Jourdain. Pourquoi? Je n'ai pas encore dit. Mais c'est une réalité. Vayachafetz, chez Kol Kevusha Mever la Yarden Ve'ala, chez Moshavam Yachad. Il était clair, encore une fois, qu'il y avait un désir que toute la conquête de l'Eretz Israël incluait aussi l'au-delà du Jourdain, pour qu'ils soient réellement ensemble. Mais, comme on a dit, ce n'est peut-être pas encore le bon moment. En tous les cas, il y a une volonté que le peuple reconnaisse cette unité de la terre. Shei Eretz Atova, Asher Izavat Chalav Udvash, alors Tirishim Lo, Baksheu Memenu Bnei Gad ou Bnei Reuven, Lo Yamaniach Sham Adam, et là Shetzil Echareva. Peut-être que, comme on veut dire du bien de Eretz Israël, ce qui se passe au-delà du Jourdain est une terre moins fertile que ce qui se passe en deçà du Jourdain. Et que pour que justement le peuple soit tous ensemble avec une pleine reconnaissance, un plein amour à l'égard d'Eretz Israël, cette terre où coule le lait et le miel, c'est en deçà du Jourdain. De la même manière que vous avez une mitzvah d'apporter les bikurim, de ce qu'il y a pour le moment en tout cas, en deçà du Jourdain, pas au-delà du Jourdain. Quand la question elle est posée, est-ce que Eilat fait partie d'Eretz Israël ou non? Évidemment qu'Eilat fait partie d'Eretz Israël. Et pourtant, on n'apporte pas des bikurim de Eilat. Parce qu'au niveau de la sainteté de la terre, il y a des échelons. Shalosh Haratzot, on a dit tout à l'heure. Il y a plusieurs stades dans la terre. Mais en tous les cas, tout à fait, mais on va voir ce que ça veut dire. Ce que ça implique derrière ce au-delà du Jourdain. On va voir. Continuons. Pour l'instant, continuons. On comprend qu'effectivement, ils ont droit d'y accéder, mais pas pour le moment. La raison technique, a priori, c'est parce qu'ils ont beaucoup de richesses, ils ont beaucoup de biens, ils ont beaucoup de bétail. D'accord? A priori, c'est pour l'instant le sens dont on retient. D'accord? Le Rav, dans Olat Raya, Makon numéro 11, Eretz Israël, Imatima le Knesset Israël Birlaluta, les Dorothea. La terre d'Israël convient à l'âme du peuple juif, l'entité collégiale du peuple juif, pour toutes les générations, pour l'éternité. Les Ad Ulalme Olamim. Il y a une phrase, je ne voulais pas citer, si tant pis, c'est pas grave si je la recite de nouveau. Il y a un touriste allemand qui est venu il y a quelques années en Israël et qui a demandé à un guide touristique, juif évidemment, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas donner une partie d'Eretz Israël pour avoir la paix? Vous vous rappelez de ça? C'est exactement ça. Le lien du peuple juif à l'égard d'Eretz Israël est inscrit dans l'éternité. Donc, il n'est pas dépendant du ponctuel. Donc, à l'échelle éternelle, il est évident que la tribu de Réhouven, la tribu de Gad doivent résider au-delà du Jourdain. Pourquoi ça ne serait pas le moment? Qu'est-ce qui manque à ce moment-là qui pourrait permettre au peuple juif de pouvoir résider éternellement au-delà du Jourdain? En tous les cas, nous dit le Rav.
ve'imze, imatima gam ken lechayem shel kol hapratim. C'est pas seulement à l'échelle éternelle, c'est aussi au niveau du quotidien. Non, mais la terre d'Israël, c'est trop beau, c'est trop grand, c'est trop fort. Je ne peux pas y habiter. Non, 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 non. Gam al chayim pratim. Shel kol yachid ve'yachid mi-Israël. Chaque individu, chaque citoyen de la terre d'Israël, juif, bien évidemment, je ne parle pas de les fierko, selon sa valeur, selon ses qualités, selon ses vertus, les fimidato ou mahuto be atzmiuto. Un juif authentique, un juif cohérent avec son identité, avec sa neshama, il réside en Eretz Israël, en tout cas, il y aspire fortement. Pendant 2000 ans, on ne peut pas encore y accéder. Akol umatim bekivun ha'elyon, tout cela, encore une fois, est énoncé et érigé par Akadosh Baruch Hu lui-même, qui donne cette terre, Eretz Chemdato, Le'am Kodsho. Vous remarquerez que c'est une expression aussi bien connue, Eretz Chemda, la terre qui est désirée, qui est convoitée. On doit avoir un rapport, encore une fois, à l'égard d'Eretz Israël, de la désirer. Si jamais tu ne la désires pas, alors c'est Achuzato. C'est-à-dire que tu vas devoir, Ochez, tu vas devoir la tenir. Mais la base de Eretz Israël, c'est Eretz Chemda. On a un lien d'affection, on a un lien d'amour avec elle. Quand le Rav Kook, il est en Angleterre et que le médecin lui dit, il est coincé en Angleterre et le médecin lui dit, mais c'est important que tu te promènes un peu dans les forêts, dans les fougères pour que tu puisses profiter pour ta santé, c'est bon. Et il y a un élève qui est avec lui qui lui dit, regardez comme c'est beau les baies, le jardin anglais. La réponse immédiate du Rav Kook, ça vaut les moshavot de Yafo, ce que tu me dis là. Pourquoi est-ce que la tradition juive, elle insiste sur le fait qu'il y a un problème à sortir en Chutz La'aretz? Pas pour le travail, pour ce genre de réalité, on en a déjà parlé ensemble. Et pourquoi est-ce que la tradition juive, la halakha, elle pose un problème sur le fait de sortir en Chutz La'aretz? Parce que inopinément, qu'est-ce qui va se passer quand on va à Dubaï, aux Seychelles, où vous voulez? Tu as vu comme c'est beau? Comme c'est beau, ça veut dire que c'est moins beau qu'Eretz Israël. C'est le Vadaï, la Shonara contre Eretz Israël. C'est toujours une problématique. Donc, il y a ce rapport-là. Maintenant, il est évident qu'ils veulent leur héritage qui leur convient le mieux, mais comme on l'a dit, il ne faut pas que ce soit coupé du reste du peuple. Et c'est tout le problème, parce que physiquement, le fleuve qui sépare va poser, ce sera dans le Sefer Yehoshua, va poser la question justement ils ont envie de faire un hôtel de leur côté à eux, parce qu'ils sont immenses, surtout qu'à l'époque, le Mishkan n'est pas encore à Yerushalayim, il est à Shiloh, là-bas il est beaucoup plus loin. Ils ont le sentiment qu'on est loin de la Kedusha. Leur intention était sincère. Ils ont le sentiment qu'on ne va pas être attaché profondément à la Kedusha et au centre et au Merkaz HaKodesh parce qu'on est de l'autre côté du Jourdain. Regardons le Rachem HaKadosh. Nitkavnu lomar. Donc ils ont eu l'intention de dire Sheim lo iten lehem eretz hamikneh hareruya lahem. Il est clair que s'ils n'avaient pas hérité de cet endroit pour permettre à leurs troupeaux de paître, alors, eh bien, ils auraient dû transférer leur héritage. Et si on dit que chaque territoire, il est rattaché aux qualités de chaque tribu, donc ce n'est pas envisageable. Le Rambam, d'autant plus que le Ramban, justement, maintenant numéro 13, va dire clairement la volonté, le désir de Gad et de Rouven n'engage que Gad et Rouven. Personne n'a envie de résider dans un endroit qui s'avère plutôt désertique, où ils ne pourront pas justement cultiver. Top. Et, j'ai pas entendu? Et surtout, d'accord, surtout qu'ils vont avoir cette terre profondément, le Galil, notamment, ok? Bravo, tout à fait. Et on reprend le verset que nous avons cité. Donc, cette terre, effectivement, que Akadosh Baruch Hu, s'il se traduit littéralement, qui a frappé. C'est étrange qu'il a frappé. De quoi il a frappé? Il a frappé justement d'un bétail. Et donc, donne, encore une fois, ce bétail à ton serviteur. Alors, c'est un privilège d'avoir beaucoup de bétail, ou au contraire, c'est une plaie. Il a frappé. Ça veut dire il a frappé. Le Midrash Tanchuma insiste sur le fait, en fait, qu'il va nous expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont autant de bétail. Chez Bikesh, Midrash Tanchuma, maintenant numéro 15.
שביקש שיתעשרו בני ראובן ובני גד, הפעיל את המדיינים בידה. Quand la tfila, j'ai envie de dire à l'échelle du peuple tout entier, a demandé la richesse, Akash Baruch Hu a fait en sorte que la tribu de Midian, le peuple de Midian, tombe entre les mains de Réhouven et de Gad. J'ai insisté tout à l'heure en rappelant que Gad, il a une vertu militaire profondément importante. Ma ketiv vayishvu bnei Israël, ואת כל בהמתה, ואת כל מקניהם, ואחר כך מקנה רב היה לבני ראובן. Donc la providence d'Akadosh Baruch Hu, en leur faisant gagner le combat contre les Bnei Midian, elle a fait en sorte que toute cette richesse de bétail qu'avait Midian, elle leur revienne à eux. Donc, c'est pas qu'ils ont demandé la richesse, c'est qu'ils ont gagné avec force le combat. Donc, ils ont beaucoup de richesse. Et donc, Eretz Mikne, nous dit le Rachamim HaKadosh, Makor numéro 16, Amrou, En Shevet Acher, Tzarech La Kemo Shetzarichin Hen. C'est ce que ça a engrangé. Aucune des autres tribus dans le peuple juif n'a autant de troupeaux que eux. Donc, ils sont naturellement habilités. On a dit, c'est pas Eretz la Mikne, c'est Eretz Mikne. La terre, elle prend le pas sur la qualité qui lui est induite. Comme vous avez beaucoup de troupeaux, vous allez aller sur la terre de pâturage. Je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Et comment ils savent quelle terre aller? A priori, a priori, non, a priori, ils ont senti que c'était la terre qui leur revenait. Parce que pour leur pâturage, non, mais la terre des pâturages, c'est une terre particulière, comme j'ai dit. Il faut qu'elle ait suffisamment d'herbe et d'être capable, encore une fois, d'herbe sauvage pour que le pâturage puisse paître. Ce n'est pas n'importe quelle terre. Oui, ok. Le bétail puisse paître. Tu ne peux pas mettre, encore une fois, dans un champ agricole, des moutons, ils vont détruire toute la récolte. Voilà. Donc il faut clair. Là où les moutons y passent, il n'y a rien qui y passe. Chevron était une terre de pâturage, par exemple. Parce que ce n'est pas une terre fertile. D'accord? Par exemple. C'est pour ça qu'ils ont enterré leurs morts. Notamment ça. D'accord? Mais, en tous les cas, donc ça nous est clairement indiqué que c'est intimement lié. Maintenant, pour reprendre ta question, pourquoi est-ce qu'ils l'ont choisi? Pourquoi est-ce qu'ils ont été... J'ai donné un sens technique, encore une fois. Je fais toujours, je jongle entre la dimension technique et la dimension un peu plus profonde. Nous dit le Midrash Agadol, Makor numéro 17. Mipnema bacharuba. Pourquoi j'ai rajouté ce midrash? La première partie du midrash, on l'a comprise. Pardon? On avait dit que dans cette région-là, il y a longtemps, et dans une région où il y a eu un méfait aussi important, aussi colossal, justement entre Abraham et Lot, et bien avant même par rapport au déluge, il ne faut jamais oublier que la terre d'Eretz Israël, elle a une volonté réparatrice. Ça rappelle la remarque d'Arnaud tout à l'heure. Est-ce qu'on sépare réellement la réparation de l'humanité et la dimension nationale du peuple juif? Il faut toujours être conscient que Eretz Israël, comme le peuple juif, c'est l'indice qui permet de réparer tous les maux qui peuvent exister dans l'humanité. Donc le fait qu'il y ait du Gezel ici, il faut réparer cela. D'accord? Et vous savez qu'il y a par exemple, il y a le Haléon Lavdil, mais vous savez qu'il y a, par exemple, des endroits où il y a eu des églises, même une église détruite, on n'a pas forcément le droit, en tout cas qui n'est plus pratiquée, qui n'a plus de culte idolâtre, eh bien, on n'a pas forcément le droit d'y rentrer. Parce qu'il y a un problème, il y a... Oui. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, vous voulez, qui respire l'idolâtrie qui est problématique. Donc, il faut être profondeur. Je me permets d'ajouter dans la même optique que Moshe Rabbeinu, où est-ce qu'il est enterré? Oui, mais non, rapidement. Il n'est pas enterré. Il est où, Balpéor? Il est où? Dans la tribu de Gad, c'est-à-dire. Dans la tribu de Gad. Metsuyan, dans la tribu de Gad, juste en face de Réhouven. Il est enterré justement dans le territoire de Réhouven. Il y a quelque chose ici qui est très important. Parce que si Moshe Rabbeinu, on ne sait pas où il est,
Et on sait qu'il est au-delà du Jourdain, je dis, dans le territoire de Réhouven, à la frontière avec Baal-Péor, qui est enterré dans la tribu de Gad. D'accord? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a déjà quelque chose ici qu'on est en train de laisser percevoir. Il y a une sorte de réparation qui va dépasser l'ordre, le cadre du peuple juif en conquérant le verset est du Jourdain. On n'est plus seulement au niveau d'Israël, on est au niveau de la réparation de l'humanité. On est au niveau du lien que nous allons entretenir avec l'humanité à partir du moment où nous nous serons installés aussi en Jordanie. C'est pour ça que c'est difficile. C'est pour ça qu'il y a encore une fois ce rapport au Gezel, qui incombe aussi évidemment aux nations. Il y a ce rapport à la matière, à l'économie. La guerre, on avait vu ensemble la problématique de l'argent, mais la problématique, encore une fois, qui est indiquée ici, c'est comment est-ce que nous allons réparer le monde. Est-ce qu'on doit se préoccuper de conquérir de l'autre côté du Jourdain ou non au moment où on rentre en Eretz Israël? Réponse de Moshe Rabbeinu, non, pas encore. De nos jours, on va en reparler. Mais c'est ça, c'est dans ce cadre-là qu'il faut le comprendre. Regardez la suite. Dans le Sefer Bereshit, va iftach hagemalim, va iten teven, umaspol hagemalim, maim que va nous dire Rashi sur ce verset, quand on reprend, ils ont lavé leurs pieds, comprenez ici, ils essayent d'enlever l'idolâtrie qui leur était rattachée, et nous dit, ça va? Nous dit Rashi, Vaïftach et tir zamam shelehem, shaya sotem et piem, shelo yir'u bederech besadat achrim. Ce que j'ai rappelé tout à l'heure concernant, eh bien, l'implication notamment de Abraham et des serveurs de Abraham et des serviteurs de Lot. Tout ce qui se passe là-bas, tout au long de notre histoire, c'est de faire en sorte que tu as envie de manger, mais ça t'importe tellement, enfin pour le chameau en tout cas, qu'on va même fermer la bouche de force, ça t'importe tellement de ne pas faire un effet moral, de faire un écueil, que tu te retiens. Là encore une fois, pour éviter justement le vol. Et puis, on voit que dans cette même période, dans ce même environnement, vous avez le Makor numéro 20, justement Réhouven, quand il va chercher des fleurs, vous savez, les doudaïm, des fleurs fertiles qui vont encourager la fertilité, n'est-ce pas, pour sa mère. Vaïler Réhouven, Bayemek Tir Chitim. Quand est-ce qu'il va? À Shavuot. On est en train de récolter du blé. Vaïmsa doudaïm, Bassadé. Il y a du blé là. Fait. Réhouven, donc, il pourrait être tenté de ramener du blé à la maison. Il y a du blé, on insiste pour dire à la Torah qu'il y a du blé, il y a des champs de blé. Non, il a trouvé des fleurs à côté dans le champ, il a pris ces fleurs, qui étaient désormais des fleurs sauvages. Mais il n'a pas touché 1 gramme du grain de blé, si je puis dire. Regardez Rashi, on veut dire des louanges sur les tribus. Chez Atakatsir, Aya, c'est le moment où il y a la récolte du blé. Velo, Pachat Yado, Bagezel Avichitim, Vesorim El Adavar Aefker, Shen Adam Makpidbo. Vous voyez ce que nous dit Rashi? Ils ont fait en sorte, il y a une grande louange ici à l'égard des tribus qui auraient pu, encore une fois, prendre du blé, mais ils n'y ont pas touché. Et en l'occurrence, qui n'y a pas touché, c'est Réhouven. Au contraire, il a pris ce qui était clairement de côté abandonné, sans aucune valeur, sans aucune importance. On voit à quel point le Gezel est profondément malvenu et profondément souillé, malsain aux yeux de Réhouven. Donc celui pour qui le Gezel a autant de valeur, ou l'interdiction du Gezel a autant de valeur, alors il a après celui qui revient à ce territoire. Il va nous dire le Midrash Rabbah, Dorot Rishonim Aliede Shayu Asukin Beshotfin Begezel, voyez, Aval Shevet Réhouven Vegad, on retrouve le Midrash que j'ai dit tout à l'heure, la tribu de Réhouven et de Gad, encore une fois, était totalement éloignée de ce Gezel. C'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu, encore une fois, leur donne cet endroit-là. Maintenant, d'une certaine manière, on comprend la demande de Réhouven et de Gad.
Et je répète, il n'a pas du tout été indiqué qu'il se désolidarisait du peuple. Ils sont sortis comme un Goral. Oui, mais peu importe, on parle de la conquête. Ils ont attribué des territoires alors que les autres, ils attendent le Goral du monde. Bon, oui, mais la problématique, elle n'est pas là. La problématique, elle n'est pas là. Non, mais la problématique, elle n'est pas là. La problématique, comme je l'ai dit, la problématique qui est posée par Moshe Rabbeinu, elle est d'abord et avant tout de se désolidariser, en tout cas c'est l'impression qu'on a, c'est de se désolidariser du peuple quant à la conquête, encore une fois, des territoires, quant à la conquête de la terre. Vous savez que nous sommes dans une période profondément dramatique dans notre peuple, puisque ce sont les 3 semaines. Il y a énormément de décrets qui sont justement mis en évidence pour qu'il y ait toujours, encore une fois, cette union du peuple, qu'il ne puisse pas y avoir une seule seconde. Vous savez que dans le déluge, par exemple, eh bien, les hommes et les femmes étaient séparés. Il ne serait pas envisageable que Akadosh Baruch Hu soit en train de détruire la terre et que l'homme puisse avoir un plaisir avec son épouse. La preuve, c'est que pas tout le monde s'est contenté de cela, puisque vous avez Ham qui avait une sang chaud, comme son nom l'indique, que Canaan n'était pas avant le déluge et il était après le déluge. Et comme Canaan n'était pas chrétien, donc on comprend que. Et donc vous avez cette problématique-là. C'est ça qui laisse entendre la réponse de Moshe. Comment vous pourriez une seule seconde penser à votre maison alors que à côté on jette des pierres? Comment est-ce que vous pouvez penser une seule seconde à dire vous vous en fichez, on est dans la paix, alors qu'il y a une partie de la terre d'Israël qui brûle, qui est incendiée, qui a un attentat, qu'est-ce qu'on veut? Il serait totalement malvenu qu'un juif dise non, mais c'est honteux ce que font certains juifs, je me désolidarise de mon peuple. En aucune manière que ce soit. Quelle que soit la couleur, évidemment, ou non-couleur, comme je vais le dire, couleur, non-couleur, Streimel, pas Streimel, de ce rapport, encore une fois, à ces franges du peuple qui s'installent en Eretz Israël. C'est ça la remarque de Moshe. Masechet Ta'anit. Bezman she'hatzibur sharui batsar, quand le peuple est souffre, al yomar adam, elech lebeiti ve'ochel ve'eshte. Quand le peuple souffre, il ne serait pas envisageable de dire je vais chez moi tranquillement manger, boire. Une référence très contemporaine. Au moment de Ben Azmanim, il y a quelques années de cela, si je ne l'ai pas rappelé, mais c'est important, un exemple important. Au moment de Ben Azmanim, donc après le Zman Kaitz, après le temps, là, le dernier cours à la Yeshiva, après Tisha B'Av, les Juifs, les étudiants à Yeshiva, partent en vacances. C'était le moment où il y avait la guerre qui allait rentrer, la guerre de, je crois que c'est Metsuka. Et le Admor de Belz a dit vous ne partez pas en Ben Azmanim. Il n'est pas envisageable qu'au moment où nos frères se battent, eh bien, vous n'êtes pas en train d'étudier au Beth Midrash pour renforcer la valeur, le mérite du peuple juif par le biais de l'étude de la Torah. Voilà un exemple. C'est exactement cela. Je ne vais pas aller chez moi tranquillement et profiter du temps si je sais que mon frère, encore une fois, est en train de se battre ou qu'une partie du peuple est en train de souffrir. Donc, ça veut dire que tant qu'on n'aura pas l'Est du Jourdain, on sera toujours dans cette solidarité. Je dis qu'il y a des moments de guerre. Oui, pour l'instant, pour l'instant, je vais y revenir, mais pour l'instant, pour essayer de récupérer l'Est du Jourdain, il faudrait peut-être, c'est ce que va nous dire les Chachamim quand on pourra, il faudrait peut-être qu'on ose réclamer l'Ouest du Jourdain de manière inconditionnelle et non négociable. Et pour l'instant, malheureusement, sache-le, aux yeux, en tout cas de l'État d'Israël et aux yeux de l'opinion internationale, on parle encore dans ces concepts de Transjordanie, Cisjordanie, Post-Jordanie, Khalouet Jordanie. Que les goïms parlent comme ça, je m'en fous. Mais la problématique, c'est est-ce que nous, on parle comme ça? Tant qu'on dit qu'il y a des juifs qui sont partis ou qui se battent ou qui sont des colons dans les shtachim, dans les gvushim, tu n'as pas des citoyens israéliens qui habitent dans la région de Judée-Samarie, tu as des mitnachalim. Ce n'est pas un citoyen israélien, c'est un mitnachel, c'est un colon. Tant que nous,
Hachem, lui, oui, mais nous, est-ce qu'on le sait? C'est ce qui nous importe, c'est nous. D'abord, c'est l'âme Israël, d'accord? C'est notre rôle, nous, de savoir à quel point nous sommes engagés à dire nous sommes là en Eretz Israël. Quand je faisais l'armée et que on me demandait, on me parlait des militaires, bref, et je disais, alors je n'ai pas un rôle de combattant, je disais je suis là pour aider à la reconquête du fleuve de l'Euphrate au fleuve du Sinaï. Et résultat, non, Dafka, non. Certains, ça les a fait rire, mais à côté de ça, j'ai dit, mais c'est évident, c'est pour ça que je suis là, sinon je ne serais pas là. C'est-à-dire que ça prenne 10 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans. Je ne suis pas pressé. Ça fait 2000 ans qu'on attend. Ça va continuer. Mais en aucune manière, je vais dire, non, mais ça va, j'ai ma terre, j'ai ma maison, c'est bon. Shalom alecha nafshi. Ela itzar adam im hatzibur. Je suis impliqué, je suis embarqué, je suis engagé avec le peuple. Attends juste une seconde. Vekol hametzaer atzmo min hatzibur zoche veroe benechamat hatzibur. Tout celui qui est engagé à l'échelle du peuple, et ce que je vous dis là, ce n'est pas de la philosophie, c'est concret. Tout celui qui est engagé dans le désastre, dans la détresse, dans la tristesse du peuple, eh bien, il le mérite. Il reçoit et il voit aussi la consolation de du peuple. C'est à deux niveaux. Okay. Le Sinaï, c'est pas là-dedans. Si. Ah oui. Si on passe devant le Sinaï, oui. Puisqu'on a dit du fleuve de l'Euphrate au fleuve du Sinaï. Le fleuve du Sinaï, controverse entre les Chachamim, s'il s'agit de El Arish ou s'il s'agit du Nil. Et en l'occurrence, selon la majorité des commentateurs, notamment Rabbi Yehuda Halevi, c'est le Nil. Quand on est à Goshen, on est en dehors d'Eretz Israël. Tu passes le Nil, tu es en Eretz Israël. Donc on avait conquis et on a rendu. Alors, à l'époque, tu parles de Begin. Oui. Si on passe devant le Sinaï, aujourd'hui, je sais qu'il y a quelques Juifs, quelques Israéliens qui malheureusement vont dans le Sinaï. Et je ne suis pas certain qu'ils se déchirent le vêtement quand ils vont dans le Sinaï. Si on passe devant le Sinaï, j'ai eu l'occasion, il y a quelques années de cela, de me retrouver à Nissanit. C'est un ancien Yishuv dans le Gush Katif. On passe devant et on voit le Yishuv de loin. Je suis passé, j'ai pleuré, j'ai déchiré mon t-shirt. Des endroits que nous avons réussi à reconquérir, que malheureusement nous avons abandonnés, pour mille et une raisons, eh bien, il y a effectivement un sentiment de tristesse qui s'allume. D'accord? Donc, non, Menachem Begin, avec tout le respect que j'ai pour lui, ce n'est pas Kadosh Baruch Hu. Avec tout le respect que j'ai pour lui, et j'insiste pour le respect que j'ai pour lui. Ça, en tous les cas, vous avez ici, encore une fois, une indication clairement sur la démarche de Moshe Rabbeinu, qui voit, je répète, dans le comportement de Réhouven et de Gad, une certaine manque de justesse à réagir comme il se doit à l'égard du peuple. Ça nous dire le natif de Vologine, Makon numéro 24, c'est Zou Avela Negad Israël. שתהיה לכם ארץ שכבר נכבשה על ידי כולם, והם יסכנו עצמם למלחמה. C'est un reproche moral. Vous avez votre terre, le peuple a conquis tout entier. Le peuple a conquis cette partie de la terre d'Israël et, eh bien, vous ne vous engagez pas à continuer le combat. Le Hachir HaKadosh, Makor numéro 25, En Bechol Israël, Giborim Kevnei Gad. D'autant plus qu'on a des héros, comme on a dit tout à l'heure, les enfants de Gad, descendants de Gad. Vehema, Ayotzim Techila Bechol HaMilchamot. C'est les premiers à s'engager à la guerre. Ve'alehem Amar HaKatuv, Ve'terev Zeroa Avkotkod. Il y a, encore une fois, il est le premier, il est à la tête. Shayu Karim Arugehem. Ils sont les premiers à se battre, ils sont les premiers à mourir au combat. Vous comprenez que moralement, ça aussi c'est un détail intéressant dans la conception hébraïque jusqu'à aujourd'hui. Quand on a quelqu'un qui est nommé commandant, ou en tout cas un haut poste en Israël à l'armée, ou qui a une médaille, il n'est pas derrière. Si dans certaines cultures ou dans certaines civilisations, les gradés sont derrière, dans l'armée israélienne, Baruch Hashem, les gradés, ils sont devant. Ceux qui sont justement les héros, c'est ceux qui, encore une fois, sont engagés devant.
Si vous avez l'occasion et l'opportunité, bon, Hachem, il est encore vivant, je sais qu'il est malade, mais il est encore vivant. Si vous avez l'occasion d'écouter Kahalani, Avigdor Kahalani, par exemple, c'est impressionnant. C'est un juif comme ça on est en plein milieu d'un tank, on va tous partir. Non, non, il est là, il est devant. Ça, c'est quelque chose, encore une fois, qu'on retrouve dans les enfants de Gad. Alken, Al-Pirsum, Gevuratam. Leur héroïsme est connu. Vaeder Iratam, Baou, Venitraou, Al-Pene, Moshe Techila. Ils sont venus justement, et c'est ce que Moshe a indiqué, en disant à Gad d'abord et Réhouven après, c'est pour bien montrer que vous avez une valeur militaire qui a une implication morale sur le reste du peuple. Vous savez pertinemment ce qui se passe. Quand on a un héros qui arrive et qui va devant, le peuple est encouragé à aller devant. Mais si le héros militaire ne va pas à la guerre, quelque part, non seulement ça peut faire faiblir, ça peut faire faiblir le peuple dans son engagement, encore une fois, militaire. Maintenant, le Rambam nous dit Yada, Shalichud Hashem Ose Milchama, puisque l'objectif, justement, de ce combat, de cette guerre, n'est pas une guerre nationale, c'est une guerre pour sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu, la guerre à laquelle nous aspirons à la fin des temps, évidemment, c'est une guerre pour sanctifier, pour unifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, Kol Anilcham Bechol Libo, tout celui qui se bat de tout son cœur, sans faillir, sans faiblir, sans avoir peur, Belo Pachad, Vetie Kavanato le Kadesh et Hashem Bilvad, et dont l'objectif, dont l'intention est de sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu uniquement, Muftachlo, Shelo Yimatzenezek Velo Tagiur Ra'a. Eh bien, il est certain que ne lui arrivera aucun mal. Vous allez me dire, mais on a des soldats qui ont fait preuve d'une grande dévotion et qui sont morts. Nachon. Mais ce n'est pas à l'échelle individuelle que nous parlons. Il est évident que cela nous laisse une trace admirative à l'égard de tel ou tel juifs qui se sont battus et qui sont profondément sincères. On ne résigne pas à, encore une fois, à courber les chines parce qu'on sait qu'on se bat au nom de valeurs. Mais c'est compliqué parce que le peuple n'a pas encore saisi que c'est au nom d'Akadosh Baruch Hu, au nom de son nom qu'on se bat. Maintenant, je voudrais ajouter 2 points. Premier point, c'est le Rav Kook. Rav Kook nous dit d'abord que justement, le monde a été façonné, comme j'ai rappelé un autre élément, un autre enseignement qui est bien connu. Le monde, comme vous le savez, a été façonné par 2 lettres, Yud et Hei. Yud, c'est Olam Haba, la finalité du monde dans lequel nous aspirons. Vous n'avez pas un combat contre 7 peuplades, vous avez un combat contre 10 peuplades. Dans cette notion de 10 peuplades, c'est-à-dire qu'il y a en réalité une volonté de cerner, encore une fois, l'unité d'Akadosh Baruch Hu, l'unité d'Akadosh Baruch Hu, la sainteté présente et résidente sur terre, en conquérant les 3 territoires supplémentaires qui nous permettent d'arriver à 10. Va nous dire le Rav Kook, quand on est en Eretz Israël, de l'autre côté du Jourdain, alors il y a une sainteté évidente, inhérente au peuple juif qui réside en Eretz Israël. Quand on se préoccupe de conquérir au-delà du Jourdain, nous ne sommes plus seulement en train de se préoccuper qu'il y ait un cœur, on est en train de se préoccuper, j'ai envie de dire, que le sang circule vers tous les autres membres. C'est ça que ça implique. Va nous dire le Rav Kook, Memutsa, c'est dans les Seudah Shlishit qui faisait le Shabbat, il a enseigné cela. הממוצע בין קדושת ארץ ישראל לקדושת חוץ לארץ, מסגולותיה של עבר הירדן, להשפיע הקדושה גם על חוץ לארץ. En conquérant l'au-delà du Jourdain, on est en train de créer un lien avec l'humanité et de permettre à l'humanité, elle aussi, de profiter justement de cette évocation de sainteté inhérente à Eretz Israël. Vous remarquerez que quand est-ce qu'on commence à vivre notre réalité de sainteté d'Israël au niveau naturel, c'est-à-dire dans l'ordre de la nature. Quand est-ce que la manne s'arrête? Quand on a traversé le Jourdain. Ça veut dire qu'à partir du moment où on commence à s'assumer clairement en tant que peuple, cette Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, quand on s'assume pleinement à ce niveau-là, et c'est notre rôle, notre travail, alors automatiquement, on va être clairement hors la goï. On va avoir une influence sur le reste du monde. Seulement, il faut être prêt à cela. Alors,
il semble qu'effectivement, à l'époque, puisqu'on a 40 ans d'errance dans le désert, que Yoshua n'a pas encore conquis Eretz Israël, n'est pas renforcé le moral du peuple juif pour clairement conquérir Eretz Israël, on n'est pas encore prêt à cela. Mais jusqu'à quand on n'est pas prêt à cela? Réponse. Le Rav Uziel, le Rav Tzion Meir Uziel. Je ne peux pas vous citer, mais c'est exceptionnel. Il dit, d'abord peut-être le Rav Yoshua Malcho, qui est un des premiers maîtres au moment avant le retour du peuple juif sur sa terre. Dit, c'était le Rav de Kutna en Pologne. On est en Tarnag, c'est-à-dire il y a au moins 200 ans, 200, 300 ans. Il dit, En Safek, concernant justement le fait de monter en Eretz Israël et de conquérir au-delà du Jourdain, En Safek, chez Mitzvah Gdola, qui a kibbutz ou à Trata de Géoula. Dès que le peuple juif se retrouve en Eretz Israël, c'est la preuve que le début de la délivrance a commencé. Ou Bifrat Ata, et encore plus maintenant, où on peut voir à Tchouka Gdola un grand désir, En Banashim Proute Erer, même chez des gens qui sont loin de la Torah, En Bebenonim, des gens qui sont moyens, En Beisharim, Beliboteam, des gens qui sont droits dans leur cœur, Karov Levada et Shipitotet Ruach HaGeoula. Ok, donc la Géoula elle a commencé il y a au moins 300, 400 ans, on est d'accord avec cela. Maintenant, qu'en est-il concernant le Mever Yarden? Donc, le Chazon Ish. Chazon Ish, pour ceux qui ne le savent pas, ce n'est pas forcément le maître, excusez-moi du terme, le plus sioniste qui soit. D'accord? Et pourtant, le Chazon Ish, Ever Yarden, ça reprend ce qu'on a cité dans Masechet Shvi'it, Ever Yarden, ou Ke Eretz Israël Minatora le Kol Davar. Le Chazon Ish, au-delà du Jourdain, c'est comme Eretz Israël, avec tout ce qu'on dit comme Eretz Israël, c'est-à-dire que ce n'est pas exactement Eretz Israël. Pourquoi? Parce que comme je l'ai indiqué, les mises de Troumot ou Maasrot, par exemple, elles n'ont pas encore forcément cette valeur. Mais il n'empêche que c'est Eretz Israël au niveau de la reconquête. Sha'arei Amrou, que chez Galou, Shevet Reuven et Gad, Betal Yovel, quand la tribu de Gad et de Reuven vont être justement mis de côté, Mishou Shel Kol Yeshvea Alia, parce que tout justement le peuple n'est pas installé sur sa terre, en tout cas en majorité. Elmad et Verayarden, Mikre Israël, Yan Kol Yeshvea Alia, comme si encore une fois au-delà du Jourdain appartiendrait à Eretz Israël quand la majorité du peuple juif elle est présente sur sa terre. Ou baiser chez Din Yovel Veshvi, Be'eretz Hahi, Minatora. C'est-à-dire que quand le peuple juif est installé en Eretz Israël, alors il faut aussi se préoccuper des mitzvot qui sont au-delà du Jourdain. À commencer par la conquête, bien évidemment, et bien plus. Maintenant, le Rav Tzion Meir Uziel, le premier Rav Arashi séfarade d'Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il nous dit? Concernant la question, effectivement, faut-il, qui lui a été posée, faut-il se préoccuper de conquérir au-delà du Jourdain? Quand je dis ça, c'est-à-dire qu'il y a au moins 75 ans. Et il dit, les Etzemachela, l'essence même de la question, Barour Venela Mikol Safek, il y a une évidence qui doit être encore une fois énoncée sans aucun doute, qui est Eretz Israël et Meuchedet, Begvulotea, Mishne Evre Yarden. La terre d'Eretz Israël, elle est clairement unie dans ses frontières des deux côtés du Jourdain. Tu vois pourquoi est-ce que dans ces Bamidbar, on n'a pas encore énoncé que c'était là? Parce que ce n'était pas encore le moment. Mais maintenant, c'est le moment. On est revenu chez nous. Shechen, Neymar Mepi Agvura, ainsi qu'il est dit de la part d'Akadosh Baruch Hu lui-même, les Aviv Arishon chez l'Am Israël. Et il est. Akadosh Baruch Hu, il a annoncé déjà à Avraham Avinu, les Erecha Natati et Eretz Azot, Minar Mitzraïm, depuis le Nil, jusqu'à Nar Agadol, Nar Prat, jusqu'à l'Euphrate. Ce qui appartient ponctuellement, en partie, à l'Irak. D'accord? Ponctuellement. Et c'est ça qu'on dit. Arrête, Mishne, je saute quelques lignes. Arrête, Mishne, Ever, Ayarden, la terre d'Eretz Israël, des deux côtés du Jourdain, Aïta, Chativa, Achat, est une seule entité,
que Eretz Israël, Sama Bechol Yemei Bait Rishon ou Bait Sheni. À l'époque du premier Beth Amikdash, puis du second, les deux côtés du Jourdain faisaient partie intégrante d'Eretz Israël. Ou Meolam lo yatsa miklal Eretz Israël. Jamais, au grand jamais, c'est sorti d'Eretz Israël. Veigam ayom nikret Eretz Israël. Et encore aujourd'hui, c'est appelé Eretz Israël. Vedina shava bemitzvot atluyot baaretz. Toutes les mitzvot qui incombent à Eretz Israël incombent dans le dola du Jourdain. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on dit que Moshe n'est pas rentré en Eretz Israël? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller en Jordanie? Réponse, parce que tu ne montres pas ton passeport quand tu es chez toi. Tant qu'on est obligé de faire cette démarche-là, alors on a un problème. Bien fait. Sauf que comme la terre d'Eretz Israël, la terre d'Égypte, le désert n'était pas encore conquis, donc on considère ça pas encore comme Eretz Israël. Mais d'un point de vue stricto, j'ai envie de dire ilchatik, Avram Avinu, on sait bien évidemment que le désert du Sinaï appartient à Eretz Israël, que de l'autre côté du Jourdain, ça appartient à Eretz Israël. Pourquoi Hachem nous a pas donné finalement Voilà, exactement. C'est tout à fait raison. C'est exactement la blague que j'allais dire. Mais je vais essayer d'être plus gentil. Je vais essayer un tantinet plus gentil. Pourquoi est-ce qu'il y a du Yetzer Hara? Ça aurait été tellement plus facile s'il n'y avait pas de Yetzer Hara. D'accord, mais là. Il y a une mitzvah de conquérir Eretz Israël. Maintenant, je vais te répondre. Je suis navré, ça me fait de la peine de le dire. Il faut à chaque fois, il faut le rappeler. À l'époque de Herzl déjà, et même avant, on va remonter un peu plus dans le temps. Les Mekoubalim te disent que 1000 ans après la destruction du deuxième Beth Amikdash, en l'occurrence, le peuple juif aurait pu revenir en Eretz Israël, c'était la Géoula. C'est-à-dire qu'on est en 1068 ou 1070, comme tu veux. C'est-à-dire, il a fait. En 1066, c'était la première croisade, les Minyanam. Ça veut dire qu'il y a un moment dans l'histoire où le monde entier s'intéresse à Eretz Israël, s'intéresse à Jérusalem. Puis tu as un petit peuple sympathique, comme dira Rabbi Yehuda Levi dans le Kuzari, le deuxième Mamar Sheni, Jérusalem, ouais, l'an prochain à Jérusalem. C'est-à-dire, et on va passer 2000 ans à se dire, vous êtes dans la Jérusalem d'en haut, nous on est dans Jérusalem d'en bas. Vous êtes à un truc, nous on est à Casablanca, nous on est à Berlin, nous on est à Tlemcen, nous on est au centre du judaïsme européen, sur la place de Jérusalem. Tu vois, c'est place de Jérusalem. C'est comme Jérusalem. Ça, il y a 1000 ans. On va aller un peu plus loin. Quand, effectivement, les Chachaim commencent à dire que la Géoula a commencé, ben, ça y est, on revient. Non. Beaucoup ont rigolé, ont raillé certains élèves du Gan de Vilna ou du Baal Shem Tov quand ils sont venus en Eretz Israël. On continue. Non, c'est fini, c'est passé. On va aller un peu plus loin. Le sultan de Turquie, il a proposé à l'époque où c'était en territoire ottoman, il a proposé tout Eretz Israël, depuis le fleuve de l'Euphrate jusqu'au fleuve du Sinaï pour 10 millions de dollars. Tu rajoutes 100 millions de dollars. Toute la communauté juive à travers le monde, elle peut réunir cette somme. On attend le Mashiach. Ah, pas Dolores, Dona Garcia. Dona Garcia, Nassim, grande dame. C'est belle lurette, elle est installée et son nom est, encore une fois, resté dans la mémoire du peuple juif jusqu'à aujourd'hui. Justement. Et tu veux que je te dise encore plus que ça? On est dans les 3 semaines entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Dois-je rappeler que la majeure partie du temps où le peuple juif, c'est pour ça que j'ai importé de faire ce cours aujourd'hui, dois-je rappeler que la majeure partie du temps où le peuple juif, ou les explorateurs ont tourné en Eretz Israël, c'était pendant le mois de Tammuz. Ils sont venus du 29 Sivan en Eretz Israël, ils sont revenus le 9 Av. C'est-à-dire que tout le mois de Tammuz, ils étaient en Eretz Israël. Et pourtant, ils reviennent en expliquant que non, on ne rentre pas. Donc oui, on aurait pu conquérir sans aucun problème. Mais tu ne veux pas le conquérir gentiment et sereinement et sympathiquement, bah, tu vas le conquérir. Eretz Chemda, Eretz Achuzatrem. Comme j'aime à le dire, je ne suis pas un râleur de salon. Donc, il y a des problèmes, mais on relève les manches et on y va.
Et je continuerai à le faire à peu près jusqu'à 120 ans. Après, j'ai me calmer. Pour terminer, ce que nous dit le Rav Uziel, c'est pour cela. Je m'excuserai, Quelqu'un? j'ai pas compris l'histoire de Moshe Rabbeinu. Il est enterré dans la tribu de Gad, dans le territoire de Gad. Ils sont Alors, l'un si en on- face de l'autre. Ah, je vois ta Oui, question mais- maintenant, Slicha. Je vois Alors, Quelqu'un. J'ai dit Réhouven, d'abord c'est Gad et Balbéor dans la tribu de Réhouven. Je vois, je me mélange entre les deux. J'avais fait une fois il y a des années un cours là-dessus, mais on sait que c'est dans ce territoire-là. donc, il est enterré en Eretz Israël. Oui, mais ce n'est pas Eretz Israël tant qu'on ne l'a pas conquise. D'accord, Tu as compris? C'est ça la Ouais. dimension. c'est la dimension. Quand on conquérera, Moshe sera enfin intéressé. C'est vrai. Mais quand Moshe va justement être réintégré pleinement dans la terre d'Israël, c'est le moment où on aura justement pleinement réparé la faute des explorateurs, et donc ce sera une réparation à l'échelle, encore une fois, transcendantale. Parce que c'est ça tout le problème. Pourquoi est-ce qu'on continue à fauter pour telle ou telle faute? C'est parce qu'on ne les a pas réparés. Le fait que si Moshe est rentré en Israël, on aurait construit le Exactement. il serait indestructible, etc. Exactement. Le jour où on rencontre, il y Exactement. aura le projet de Nathalie. Exactement. C'est exactement. C'est ça le Minashamaïm. C'est que tout reprend encore une fois son essence. Mais je termine avec les propos du Rabouziel. La reine Afradat, Ever Ayarden, Mizracha, Migoufa chez les Israël. Séparer l'au-delà du Jourdain du corps d'Eretz Israël. I Avera Chamoura. Nous dit le Rabouziel, c'est une grave faute contre Neged Jvuat Hashem, les Anchalat Haaretz, Beshlemuta, les Am Israël. Vous vous rendez compte de ce que dit le Rabouziel? Considérer que l'au-delà du Jourdain, il y avait une fois une députée à l'époque du Gush Katif, où il y avait Uri Ariel qui avait dit le Gush Katif fait partie d'Eretz Israël. Comment tu peux oser dire qu'on doit donner le Gush Katif? Et il y a une députée, dont je tairai le nom pour pas dire du mal de Tzipi Livni, qui avait dit non, mais à ce rythme-là, la Jordanie aussi fait partie d'Eretz Israël. Et il y a Uri Ariel qui lui a dit justement, puisque tu en parles, shoot! Avera Chamoura, si je suis un juif, encore une fois, qui se respecte, je ne peux pas dire autrement. Oui, non. On fait et en plus, j'ai appris ça il n'y a pas, tu te souviens une parenthèse, mais je vais te dire un truc. Ouais. Mais sache-le, j'ai appris ça il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années déjà, que c'est Dafka par le gendre de Laurent. J'ai appris ça, que les oies, en hiver, elles se gavaient naturellement. C'est-à-dire que même cette idée de dire que c'est Tsar Balechaim, eh bien même ça, ce n'est pas exact. C'est-à-dire, je peux dire que, en tous les cas, et qu'en été, justement, voilà. Bref, le fait c'est que c'est donc une faute grave. On reproche aujourd'hui à certains juifs d'être méchichistim. Alors, je vous le dis, Rabotai, je suis méchichiste. Je veux le Mashiach, je veux la Géoula pleine. J'ose le dire. Certains reprochent aujourd'hui à ces juifs fanatiques sionistes d'extrême droite et je ne sais quel autre sobriquet de vouloir absolument, encore une fois, être en accord avec la Torah. Et bien voilà. Ravouziel, premier Rav Arashi d'Israël. Moi, je respecte les Rabbanim Arashim d'Israël. Ravouziel, c'est une grave faute. Chez Kol Ayamim, et c'est ce qu'il nous dit, Vei Itkachashut, c'est renier, renoncer à l'histoire de notre terre. Chez Kol Ayamim Aïta Tachat Malchut Israël Beshlemuta, tous ces jours-ci, traditionnellement, elle était, encore une fois, sous souveraineté d'Israël. Et si on ne réclame pas, nous dit, je dis dans le dialogue, mais il y a un autre refrain qui va aller dans ce sens, si on ne réclame pas l'au-delà du Jourdain, même l'au-deçà du Jourdain, eh bien, est remis en question. C'est exactement ce dont nous traitons dans notre génération. C'est-à-dire, Adkan, la question que j'ai posée dans mon affiche, quand est-ce que vous allez nous rendre la Jordanie? Voilà. C'est clair? D'abord à nous-mêmes, et quand ce sera clair pour nous, ben, comme j'ai dit, j'ai Akadosh Baruch Hu avec moi, donc ça va. Quand ça sera clair pour nous, Bezrat Hashem. Comme je ne suis pas, je vais te dire, non, c'est pas un miracle si tu veux, mais je vais te dire, comme je ne suis pas connu,
Donc, je peux dire ce que je veux, de toute façon. Baruch Hashem. Je n'aurai pas le Shabbat, ni Père Gabriel. Si, Ezrat Hashem. Si ce n'est pas moi, ce sera moi. Non, je ne suis pas le seul. Ah, surtout, on est plusieurs. T'inquiète pas. Ken, est-ce que c'est clair à Botaï? Bon, Merci et beaucoup. bien, je vous dis à très bientôt, Ezrat Hashem, c'est-à-dire la semaine prochaine, en fait. Merci, bonne soirée. Shalom Kol Touv. Shalom. Shabbat shalom.